Gianmarco Monsellato, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir à cette première journée de création de la chaîne En Introspection, qui a pour vocation de mieux connaître les dirigeantes et les dirigeants qui gouvernent les entreprises de notre beau pays, plus sur un savoir-être qu'un savoir-faire. Donc, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Bien, je suis Gianmarco Monsellato, président de Deloitte France et Afrique francophone. Deloitte France et Afrique francophone, c'est un peu moins de 8000 collaborateurs dans les métiers du conseil au sens large et de l'audit. Vous y êtes depuis longtemps? Depuis 29 ans. On peut dire que vous y êtes depuis un moment. C'est ça. Donc chaque matin, qu'est-ce qui vous anime quand vous vous levez? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller croquer dans la vie C'est l'envie d'explorer. En fait. Si je prends ma vie professionnelle, ça a été un long voyage, beaucoup d'imprévus, mais dans le Ça, sens c'est de la vie. stimulant. Dans le Ouais. sens de stimulant. Donc l'envie de faire quelque chose de nouveau, l'envie de relever un défi, l'envie d'aider les autres à réussir, vraiment l'explorer, le voyage, découvrir de nouveaux horizons. Chaque journée va être nouvelle avec un défi, une construction. Et c'est ça qui donne envie de se lever le matin et qui vous anime toute la journée jusqu'à tard le soir. On parle de la solitude du dirigeant, vous l'avez connu? Oui, c'est forcément un exercice solitaire, mais dans un sens en fait positif, c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dirigeant, vous êtes à la fois la première ligne d'exploration, c'est à vous de montrer le chemin, mais aussi la dernière ligne de décision, c'est vous qui tranchez dans les cas difficiles. Et c'est une solitude en fait positive, parce que c'est une solitude au service des autres. C'est une solitude qui est nourrie par la confiance que le groupe vous accorde. Donc oui, c'est solitaire en ce sens que c'est vous, individu, qui à la fin prenez la décision ou qui explorez, mais c'est extrêmement positif et ça vous permet de vous accomplir en tant qu'individu grâce à la confiance que le groupe vous a apportée. Vous avez eu des mentors, femmes, hommes? Oui, enfin, j'ai des gens dont je me suis inspiré. Oui. Si je prends un peu chronologiquement, j'ai eu Patrick Rassac, qui était un prof HEC, qui m'a recruté chez Deloitte, et dont je me suis beaucoup inspiré dans les relations avec les clients. J'ai eu un Patrice Demesse qui, en fait, m'a formé à la direction d'entreprise. Alors, très loin de ce que je fais, mais dont je me suis beaucoup inspiré, une Catherine Destivelle, quand vous parlez de Catherine Destivelle, vous êtes inspiré sur l'exploration, ce que ça veut dire. Une Brigitte Lefebvre, qui était longtemps directrice du ballet, et c'est en termes de management, c'est une belle école. Donc oui, je me suis inspiré de certain nombre de femmes et d'hommes de profils très différents, dont j'ai pris des expériences pour être plus performant moi-même. Et vous avez eu une ou plusieurs décisions compliquées à prendre dans votre carrière, où là vraiment c'était l'insomnie Non, je décide. Décisions, alors elles sont toujours difficiles, plus ou moins, mais je décide assez clairement et en conscience. Ce n'est pas les décisions les plus difficiles, celles qui sont les plus compliquées à expliquer. Ce n'est pas les plus difficiles en plus, c'est quand vous faites des nominations à un comité exécutif ou quelque chose de ce genre. Or, ce que les individus ont du mal à comprendre, c'est qu'un comité exécutif, c'est une équipe. Donc vous ne nommez pas forcément celui ou celle qui est la meilleure dans un rôle, vous constituez une équipe qui est complémentaire. Or, tout individu normalement constitué dans une entreprise est sensible au statut. Donc ceux ou celles qui n'ont pas été retenus pour le comité exécutif, comme même ils sont excellents, c'est très difficile de leur expliquer que ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une constitution d'équipe et qu'ils ont beaucoup apporté en dehors. Vous en êtes convaincu, c'est un peu plus difficile de convaincre les autres. Et donc vous êtes un manager emblématique, un dirigeant emblématique. Quelle est la part, selon vous, d'acquis et d'inné dans justement le management que vous appliquez? Je pense que ce n'est pas une compétence acquise, mais je ne crois pas beaucoup en l'inné non plus. En revanche, je pense que c'est un caractère et c'est une construction. Il y a des caractères qui vont vers le leadership et qui sont efficaces, d'autres pas. Et ce n'est pas un jugement de valeur. Les grands artistes, Da Vinci ou d'autres, n'étaient pas des leaders. En revanche, c'est des génies. C'est des gens qui, dans leur art, sont des génies, font progresser infiniment plus qu'un chef d'entreprise comme moi, si vous voulez. Mais ce n'est pas des gens qui ont choisi le leadership, ils ont choisi l'exercice de leur art de manière relativement solitaire. Donc c'est un caractère qui va se définir par le fait qu'il ou elle va aimer aider les autres à réussir. C'est quand même un caractère empathique qui n'a pas de difficulté à être impopulaire pour décider. Et après, c'est intéressant ce que vous dites, c'est justement. Il faut accepter de ne pas être populaire, voire d'être contesté, sinon il ne faut pas être un leader, il ne faut surtout pas prendre le rôle. Mais après, il faut aussi, c'est un travail d'introspection, parce que c'est une construction permanente, c'est un exercice permanent sur vous-même. Je dis toujours aux gens avec qui je travaille, ils ne pourront jamais me critiquer plus que je me critique moi-même. Il faut toujours regarder ce que vous faites, avoir un pas de recul pour dire là, j'aurais dû être meilleur, non pas pour regretter,
mais continuez à vous améliorer, vous adapter. Donc c'est un caractère, mais un caractère qui se construit avec une discipline dans le temps et qui se remet régulièrement en question. Vous faites appel à des coachs pour vous, justement, pour prendre ce recul et avancer mieux Non, ou pas des coachs de management. En Non. revanche, je pratique un sport depuis fort longtemps qui, en tant que tel, m'apprend beaucoup de manière latérale. Mais je n'ai pas de coach de management, j'ai des coachs de sport. Ah oui, oui, bah évidemment. c'est Qui, quand qui, en fait, on- de manière indirecte, c'est pas le c'est- but, mais de manière indirecte, m'aide beaucoup. Et oui, Mm. d'ailleurs, on fait beaucoup le parallèle. Et quelle est la part de votre intelligence émotionnelle dans votre relation avec, dans vos relations avec les autres? Bah, l'intelligence émotionnelle, c'est une partie importante de l'analyse parce que d'abord, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Le monde ne se résume pas à des équations. Mais quand vous animez un groupe, c'est important d'essayer de comprendre la partie émotionnelle parce que c'est une partie importante de la communication du groupe. L'essentiel, une grande partie de la communication, elle n'est pas verbale. Elle se fait dans le non-dit. Donc, quand vous dirigez, il faut que vous arriviez à le comprendre pour pouvoir prendre une décision éclairée. Si vous prenez vos décisions que ce qu'on vous dit ou ce que vous écrit, vous avez manqué une partie importante de l'équation. Donc, il faut le comprendre. Donc, j'y fais beaucoup attention. Néanmoins, quand je me prends mes décisions, ce ne sont pas des décisions émotionnelles. Elles sont rationnelles. Elles ont intégré la partie émotionnelle de l'environnement. Ouais, vous avez fait le Voilà, tri pour un comprendre petit peu. effectivement et savoir comment je vais l'expliquer. Mais ma décision est rationnelle, mais elle intègre effectivement les composantes émotionnelles de tout groupe humain. Alors tout à l'heure, justement, vous parliez des mentors femmes que vous avez cités. On va parler chez Deloitte des comités de direction, COMEX, conseil d'administration. Vous allez, comme toutes les entreprises, aller vers une parité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette présence des femmes dans les instances de direction? Alors moi, j'ai la chance et le privilège, d'avant de diriger Deloitte, d'avoir déjà un grand cabinet d'avocats dont toutes les institutions étaient paritaires. Toutes. Donc je l'ai fait. Et donc je sais que ça marche très bien, je sais que ça marche mieux que des groupes qui ne sont pas paritaires. Chez Deloitte, on est à un peu plus de 30% de femmes au comité exécutif et 40% au conseil d'administration. Ce n'est pas encore 50. Donc on a encore du progrès à faire. Mais pour l'avoir vécu dans une vie antérieure, je sais que c'est un modèle infiniment plus performant, qui est naturel. En fait, pour moi, ce qui est naturel, c'est d'avoir à peu près 50-50. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir 80-20, quel que soit le sens du 80%, si vous voulez. Donc, je suis très favorable au quota dans la loi, parce que ça permet aux dirigeants d'aller plus vite. On gagne un siècle. Loi Rixin aussi, pour les comités exécutifs? Moi, je suis très favorable. Et je lui dis, c'est dommage qu'on ait besoin des quotas. Moi, je l'ai fait sans la loi dans une vie antérieure. Mais en réalité, on en a besoin. Sinon, comme vous l'avez dit, ça va prendre un siècle et on ne va pas encore attendre un siècle. Oui, clairement, c'est vrai. Bon, je suis ravie que vous ayez pu exprimer ça. C'est important parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que cette présence de femmes dans les COMEX arrive de façon prématurée parce qu'on ne les trouve pas, parce qu'on ne les a pas. C'est un faux débat. Moi, encore une fois, je l'ai fait dans une vie antérieure. Donc oui, ça suppose de prendre plus de risques avec des candidats féminines, d'accélérer des carrières féminines. Oui, c'est quand même le rôle du leadership et du management de prendre ces décisions. Donc c'est plus difficile, évidemment. Il y a des secteurs où c'est un peu plus compliqué, mais l'armée, si on prend l'armée, fait plutôt un bon travail. Donc si l'armée fait un bon travail, je pense que le privé est capable de faire un au moins aussi bon travail. Donc c'est une question de courage managérial et d'accepter de se remettre en question et d'aller identifier. Et chez Deloitte, on fait un gros travail pour identifier nos biais managériaux. Parce qu'on a tous des biais. Et les entreprises, la mienne en premier, de manière inconsciente, tu as des biais managériaux qui, dans le passé, ont favorisé les carrières masculines. Il faut les identifier, s'en prémunir, et prendre et assumer d'accélérer des carrières féminines pour arriver dans cette parité dans les délais fixés par la loi. Et alors, on va avancer dans le temps. Vous avez 90 ans, et vous regardez dans le rétroviseur, vous avez vos enfants, vos petits-enfants autour de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous à ce moment-là? Quel regard vous porteriez sur vous? C'est une question difficile. Je dirais, quand je me prête à cet exercice difficile d'introspection, moi qui n'ai jamais rien prévu pour moi-même, je dirais, j'ai été, j'espère continuer à être un voyageur. Ce qui ne peut pas forcément dire prendre l'avion tous les jours, c'est pas mon point. Mais explorer les nouveaux territoires, tenter de nouvelles expériences, aller au-devant de gens que vous ne connaissez pas, travailler avec eux, vous remettre en question. J'ai un biais, moi, qui est facile. Si vous voulez me manipuler, c'est extrêmement facile. Il suffit de me dire qu'une chose n'est pas possible, que je ne vais pas y arriver. Vous pouvez être certain que je vais essayer. Il faut vous défier, alors. Donc c'est ça. Et oui, je pense qu'avec le recul, on dira, en fait, des voyageurs atypiques et qu'il n'a jamais eu peur d'essayer quelque chose de difficile. Là, vous utilisez un mot important, c'est la peur. C'est l'ennemi de l'homme. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux auditeurs aujourd'hui à propos de la peur? Mais la peur, c'est un vecteur. Transcender
L'humain, si l'humain est toujours là, c'est parce que c'est un animal peureux par rapport à d'autres. Donc on s'est toujours préservé du risque, c'est pour ça que l'espèce est toujours là. Mais la peur, c'est un moteur. La peur d'échouer, la peur de quoi que ce soit, la pression, le stress, si vous l'intégrez, ça vous rend meilleur. Ça vous force à vous dépasser, à aller chercher le meilleur de vous-même. Donc il ne faut pas nier la peur quand elle est là. Et au contraire, il faut l'utiliser comme un moteur. Il faut être meilleur parce que je peux échouer, très bien. Donc on va mettre tous les moyens, je vais mettre tous les moyens, le meilleur de moi-même pour réussir. Et on réussit rien de grand sans stress, sans peur, sans appréhension. Dès qu'il y a du confort, c'est qu'on est en train d'échouer, c'est dangereux. Vous savez, en France, on nous pardonne difficilement nos échecs, alors que dans la culture anglo-saxonne, ça fait partie de l'apprentissage. Et qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus parce que... Qu'on échoue toujours beaucoup, donc j'ai pas connu de gros échecs systémiques, sinon je ne serais pas là. Mais il y a plein de choses que j'ai essayé qui n'ont pas fonctionné. Et alors, pour le coup, je suis très désinhibé. J'ai aucun problème à dire ça n'a pas fonctionné, j'ai échoué, on va changer. Mais je sais que ça ne marche pas du coup. Parce que j'ai essayé, ça ne marche pas, ça s'est fait. Donc on ferme cette porte, on essaye autre chose. Donc effectivement, la culture française dit, je me souviens, un de mes premiers comex, il y a 14 ans, j'ai vidé mon comex, je me suis trompé, il faut qu'on change. Ils m'ont tous regardé bizarrement, le chef ne dit pas qu'il s'est trompé. Non, seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais, si vous voulez. Donc il faut essayer, il faut être responsable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas être exposé à un risque systémique, bien évidemment. Mais dans le risque maîtrisé, et puis surtout, quand on s'est trompé, il faut le reconnaître très vite. Donc, très vite pour arrêter et commencer autre chose. Pas s'entêter pour dire non, je ne me suis pas trompé, ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Bon, ok, on arrête et on passe à autre chose. Et c'est ce qui permet d'être performant parce que vous savez que cette solution-là ne marche pas. Déjà, c'est précieux. Donc, vous pouvez essayer autre chose. Donc, non, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas se définir par le regard des autres, il faut se définir par ce que vous apportez aux autres. Une sage parole et on va conclure cet entretien justement sur le ressenti que vous éprouvez en ce moment après vous être livré comme ça et je vous remercie avec autant de transparence et de sincérité parce que c'est toujours très important aussi, on parlait du non-verbal tout à l'heure, mais il y a le corps et le corps s'exprime beaucoup. On arrive quelquefois dans des lieux, on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, mais lui il le sait. Et donc là, vous vous sentez comment après cette je me sens bien, c'est un exercice que je ne fais pas assez souvent, franchement, il faudrait le faire plus souvent, c'est très vertueux, parce que c'est vrai que quand on dirige, on a rarement le temps de l'introspection, hein, mais c'est vertueux, le sport m'aide à le faire. C'est vertueux, et puis c'est aussi dans le non-dit, dans tout ce qui n'a pas été exprimé pour moi, dont j'ai conscience, c'est aussi intéressant, c'est l'ombre du tableau, si vous voulez. C'est ça. Mais c'est vrai que tout individu en position de responsabilité à gagner et réfléchir sur lui-même et à ses travers, à ses biais, puis surtout à ce qui le motive, ce qu'il fait le matin, parce qu'à la fin, c'est le moteur. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie de travailler le matin? Le mot de la fin? Le mot de la fin, je disais voyage, et pour les plus jeunes de vos auditeurs, que je répète souvent aux étudiants, il y a un très mauvais conseil qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, c'est suivez votre passion. Moi, si j'avais suivi mon passion, j'aurais essayé d'être champion de boxe. Franchement, ça aurait été un désastre. Donc, il faut quand même, à mon avis, regarder là où vos talents s'expriment. Là, vous pouvez faire une différence, ce qui vous plaît, et explorer, mais avec discipline. Comme le voyageur qui explore des mers inconnues, le faire en disant, bon, bah, là, effectivement, je suis bon, je peux faire une différence, je vais me concentrer là-dessus. Là, je ne suis pas très bon sur cette partie-là, je vais plutôt le passer à quelqu'un d'autre. Donc, oui, chercher ce qu'on veut faire, mais là où on peut faire une différence, là, on peut exprimer un talent particulier. Sinon, c'est une impasse assez rapidement. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir de vous interviewer. Merci.